Bienvenue dans For Good, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui construisent une économie juste et soutenable. Salut Thomas. Salut Alice. Et aujourd'hui, on va parler de communication responsable. Et pour ce faire, For Good accueille Caroline Darmon, directrice RSE France chez Publicis et coprésidente de la commission RSE de l'AACC pour Association des agences conseil et création. Avec nous également Bettina Reveron, directrice impact chez Doctolib, et Thomas Parouti, fondateur de l'agence conseil en communication et en innovation durable Mieux. Bonjour à tous les trois, bienvenue dans cette émission. Au sommaire, pour les marques, communiquer est devenu un exercice à haut risque entre exigence de transparence, peur du backlash, cadre juridique plus strict et réseaux sociaux ultra réactifs. Comment prendre la parole sans maquiller la réalité, sans exagérer ses engagements et sans disparaître du débat? On parlera de ce qui a vraiment changé dans la communication ces dernières années. Dans le pour ou contre, nos invités réagiront à cette affirmation. Communiquer sur son impact est devenu plus risqué que de ne rien dire. La peur empêche-t-elle aujourd'hui de communiquer? Le silence est-il une stratégie de protection ou une forme de renoncement? Nos invités confronteront leur point de vue. Et enfin, dans le pari d'avenir, comme à chaque fois, chacun partagera une initiative, un outil ou une actualité qui l'a marqué et illustre une communication plus responsable. C'est parti. Et Thomas, on commence avec ton édito. Tu nous dis qu'aujourd'hui, communiquer est devenu un exercice de funambule. Sans doute, en tout cas, un peu plus risqué que par le passé, où communiquer revenait souvent à adresser un message à un public qui l'écoutait dans une sorte de monologue, alors qu'aujourd'hui, le dialogue est devenu beaucoup plus permanent. Un dialogue permanent rendu exigeant, notamment, je pense, par trois faits bascules majeurs qui sont une bien plus forte traçabilité des discours qui sont tenus par ceux qui les reçoivent, une meilleure capacité de contrôle et de vérification, une judiciarisation, j'y suis parvenu, de la communication également, on en parlera, et puis l'arrivée massive des réseaux sociaux et des influenceurs comme nouveaux porte-voix des marques. Alors il y a des conséquences à cela. On apprend par exemple que 71% des consommateurs français ne font plus confiance aux messages des marques dans un baromètre de 2024. La communication, c'est donc plutôt un mégaphone qu'un fil tendu au-dessus du vide. Et alors pourquoi cette défiance s'est-elle autant accentuée? Alors un cadre réglementaire qui s'est durci, les lois climat, des directives européennes, aussi l'autorité de la régulation en France qui cadre mieux tout cela. Exemple, depuis janvier 2025, toute publicité environnementale doit être sourcée et vérifiable. C'est ce qui rend les choses plus opposables. Une marque sur trois aujourd'hui en France et même en Europe est accusée de greenwashing dans un baromètre de l'influence responsable. Et respecter la loi, bon, c'est certes peut-être éviter l'amende, par contre ça ne protège pas du bad buzz. Alors faut-il parler ou se taire? Certaines marques choisissent plutôt la discrétion pour éviter tout risque. Exemple, on voit beaucoup moins de campagnes RSE de H&M depuis qu'ils ont été accusés de greenwashing en 2024, mais attention, le silence, ça peut vite aussi ressembler à un aveu ou faire tomber dans l'oubli. Et la communication, en communication, il n'y a pas de vide. Si vous ne racontez pas votre histoire, quelqu'un d'autre pourra sans doute s'en charger à votre place. Et alors, selon toi, le silence, c'est une stratégie ou une forme de renoncement? Comment communiquer sans maquiller la réalité? C'est là tout le jeu d'équilibriste. Alors, en assumant ses imperfections, en contextualisant parfois ses progrès, en tout cas en préférant des preuves aux slogans, ça c'est certain. Patagonia en est un exemple. Decathlon aussi, en publiant parfois sur leurs propres limites à l'exercice de réinvention de leur modèle. 72% des Français attendent des marques qu'elles reconnaissent leurs limites avant de parler de leur réussite. Dans une autre étude de 2024 de Kantar, la communication responsable, dont on va parler beaucoup aujourd'hui, c'est pas peindre la réalité en vert, c'est plutôt montrer une nuance clair-obscur qui est souvent nécessaire à la transition des modèles des entreprises. Alors autre option, parler à travers d'autres, les réseaux sociaux notamment, et certaines entreprises préfèrent désormais confier leur message à des créateurs de contenu plutôt qu'en assumer en leur nom propre. Il y a là aussi une forme de transfert de responsabilité qui peut être dangereux. Alors comment trouve-t-on le juste équilibre? Tout l'enjeu de cette émission, ce sera d'objectiver ce savant mélange à trouver entre sincérité et désirabilité des produits qui sont vendus. Qu'on vient aussi de déterminer ce qui justifie de pousser les consommateurs à consommer toujours plus. On voit tout récemment en Angleterre, par exemple, une interdiction désormais de la pub pour les aliments trop gras ou trop sucrés, trop salés. La communication responsable, donc, c'est marcher sur une ligne de crête. Trop prudent, on disparaît. Trop ambitieux, on peut chuter. La meilleure stratégie aujourd'hui semble basée sur une incarnation de la parole lorsque l'on est légitime, préférer peut-être de se taire lorsque l'on ne l'est pas, et surtout aligner la communication avec la stratégie et les opérations de l'entreprise. Ce sont nos invités aujourd'hui, que je remercie d'être présents, qui vont nous éclairer en admettant sans doute eux-mêmes leurs propres limites à l'exercice de communication responsable. Merci beaucoup Thomas d'avoir posé le contexte. On passe au pour ou contre.
Si, comme vient de nous le dire Thomas, la communication est devenue un fil tendu au-dessus du vide. Alors la question est, vaut-il mieux prendre la parole et courir le risque ou se taire, quitte à rester un peu trop discret? À vous de nous le dire, chers invités. Alors pour ou contre cette affirmation, communiquer est devenu plus risqué que de se taire? D'abord, tout le monde me dit s'il est pour ou contre, et ensuite, bien sûr, vous pourrez argumenter. Bettina. Je vais dire pour. Thomas. Moi, je suis contre cette affirmation. Je pense que la communication est utile. Contre également. Eh bien, je serai pour soutenir Bettina dans cette âpre bataille. Très bien. Eh bien, Bettina, alors, vous pouvez développer. Oui, je vais développer. En fait, je pense que aujourd'hui, c'est une entreprise qui fait quelque chose de bien, c'est considéré comme normal. Je veux dire, il y a plus de coûts à prendre que de bénéfices, dans le sens où une entreprise qui se dit « je traite bien mes salariés, je fais attention à mon bilan carbone, etc. », il y a un peu un effet encore heureux. Donc, je ne suis pas sûre qu'il y ait énormément de points à gagner. Je pense qu'il y a beaucoup de risques, effectivement, de bad buzz, d'accusations de greenwashing, parce que la défiance est tellement importante. Je vais un petit peu nuancer, parce que malgré tout, même si je suis pour cette affirmation, je pense que la communication reste essentielle, parce que c'est pas, comme tu le disais, juste une déclaration, on n'est pas juste en mode vitrine de ce qu'on fait de bien. Oui. L'intérêt de communiquer, c'est aussi s'exposer à la critique, et donc c'est un outil de transformation hyper puissant pour les entreprises et les marques, et je pense qu'on va en parler un petit peu pendant cette émission. Thomas. On dit souvent que l'absence de communication, c'est ce qui détruit les relations d'amour. Et en fait, une marque, elle veut créer une relation d'amour avec ses produits, avec ses consommateurs, de la même façon que les consommateurs aiment des marques. Voilà. Et donc, pour séduire ou pour fidéliser, moi, je pense qu'il faut communiquer. Il faut expliquer un peu ce qu'on fait, ce qu'on est, et peut-être parler de ses défauts aussi, et de ses points améliorés. Et c'est ce qu'on essaie de faire, nous, avec nos clients. C'est-à-dire, on leur dit, tiens, si on fait un manifeste, on va expliquer toute la force, toute l'ambition qu'il y a dans la stratégie de l'entreprise, sur les sujets RSE, etc. Mais c'est pas mal de glisser un ou deux points, quand même, sur lesquels on peut progresser. Parce que personne n'est parfait, aucune entreprise n'est parfaite, aucune personne n'est parfaite. Donc, moi, je pense qu'il faut communiquer, que ça fait partie de la relation qu'on doit entretenir avec ses consommateurs. Voilà. Et aujourd'hui, les entreprises communiquent avec des outils classiques type rapport RSE, campagne. Nous, on s'aperçoit qu'on fait un peu plus de rapport RSE que d'habitude et un peu plus de com interne que de communication externe. Mais parfois, il y en a certaines entreprises, quelques mois après l'élection qui s'est passée aux États-Unis, dont on ne parlera pas, le mot est interdit. Il y a une entreprise internationale présente aux États-Unis, un grand groupe d'assurance, qui nous a dit, moi, je veux faire une campagne interne pour expliquer que la diversité, c'est quelque chose d'important chez nous, qu'on lutte contre la discrimination, qu'on ne doit pas discriminer une personne parce qu'elle est jeune, parce qu'elle est vieille, parce qu'elle est d'une couleur différente de son voisin, Oui, qui etc. par réaction s'est positionné encore plus fort. Voilà, et c'est assez courageux. Ok. Et voilà, et en fait, c'est sa réalité. Cette entreprise d'assurance, elle aime la diversité, et donc elle a voulu l'exprimer. Donc aujourd'hui, il faut continuer à parler pour exister, parce que comme le disait Thomas dans son édito, si on devient silencieux, quelqu'un d'autre va parler, soit c'est un concurrent, soit c'est un bad buzz. Donc voilà, il faut que l'entreprise maîtrise sa communication. Alors ça peut être un good buzz aussi. Thomas a raison de parler de com interne. Je pense que la question là, elle était plutôt orientée sur des coms externes et grand public, où évidemment ça appelle une réponse différente. Peut-être ce qui va dans le sens du pour sur cette question-là, c'est que en réalité, la façon de faire de la com corporate notamment, en fait, a beaucoup évolué. Et ne pas communiquer frontalement avec le grand public, ça peut néanmoins passer par d'autres mécaniques, et notamment aujourd'hui par ces influenceurs. Ces personnes qui, sur les réseaux sociaux, dans une ère où il faut incarner au maximum, vont se faire le relais naturel, je dirais, des produits, parfois parce que c'est des contrats aussi qui sont assignés avec eux, parfois sans même que ce soit le cas. On a des marques qui marchent très bien, qui se développent très fort, sans aucune communication telle qu'on l'entend historiquement. Un exemple en France qui est assez récurrent, c'est Veja, qui ne fait quasiment aucune pub, et pourtant les ventes ont explosé ces 5 dernières années sans aucune campagne. Donc ça montre qu'on peut quand même... Ils ont recours à des influenceurs Alors je connais pas le détail de leur... Mais ce que je veux dire, c'est que des campagnes de com grand public telles que ça s'est toujours fait, ils n'en font pas, et pour autant leur marque marche très bien. Et donc on peut aussi adresser des messages soit indirectement, soit ne pas chercher à les adresser, parce que les consommateurs de la marque, qui seront très heureux d'en faire la
promos eux-mêmes le feront à la place de l'entreprise, fait que finalement, dans ces cas-là, communiquer, c'est peut-être devenu plus risqué que de ne rien faire et de laisser la valeur ajoutée du produit que l'on offre faire le boulot. Et ce que Veja a fait en plus, c'est qu'ils expliquent que dans une paire de Stan Smith, il y a 66% du prix qui est de la publicité. Donc on achète une basket pour sa marque, et Stan Smith, un Parisien sur deux a des Stan Smith. Alors le Parisien n'est pas forcément une référence, mais voilà, il faut savoir. Et donc du coup, Veja explique que eux, cet argent-là, ils le mettent dans la qualité. Ils refusent de communiquer, évidemment avec des influenceurs en pub, etc. Après, ils ont un CRM, ils discutent avec leurs clients. Bien sûr. Et il faut savoir que, alors c'est une étude un peu vieille, mais en l'occurrence Sébastien Kopp, le fondateur de Veja, m'avait dit il y a 5-6 ans que 80% des primo-acheteurs ne savaient pas que c'était une marque engagée. Et en fait, ils l'achètent parce qu'elle est cool. C'est mon critère pour acheter une paire de baskets. Je veux qu'elle soit cool, je l'achète. Et c'est ensuite, le samedi soir, quand on va dîner chez des potes, que quelqu'un te dit « Ah, t'as des Veja, t'es bien un écolo, un bobo parisien, etc. » Et là, tu découvres la marque et tu te dis waouh, j'ai acheté une marque engagée, je suis hyper fier, et du coup il y a un niveau de fidélisation qui est beaucoup plus fort. Finalement, Thomas est pour l'affirmation. On a réussi à le faire basculer. Et Caroline, la pauvre, n'a pas pu argumenter. Non, en fait, c'est parce que du coup, ça me donne envie de rebondir sur plein de choses. Comme le soulignait Thomas, la communication extérieure est une grande part, mais si on coupe demain la communication extérieure, il y a plein d'autres moyens de communiquer. Les sites internet, les marques, Veja pour citer eux, c'est leur moyen principal de communiquer, c'est leur vitrine, etc. L'influence dont tu parlais a explosé ces derniers temps. Normalement, quand même, il y a un contrat entre l'influenceur et la marque, sinon il y a un problème et juridiquement, ce n'est pas bon. Il y a quand même aussi beaucoup de soucis avec les influenceurs qui mettent en avant des... Il y a un certificat désormais. Alors, désormais, il y a un certificat, je vois que vous connaissez bien, de l'influence responsable délivré par la RPP, qui est notre autorégulation. Et on connaît un peu les critères, juste alors, je ne sais plus en tête, mais en tout cas, c'est un certificat pour apprendre à, entre guillemets, suivre les règles de notre autorégulation et donc faire en sorte de ne pas induire en erreur les consommateurs quand, justement, dire j'ai un partenariat avec cette marque et l'officialiser. Essayer peut-être d'éviter de pousser à la surconsommation en mettant, un dressing avec 15 millions de Veja et pas une seule paire. Et donc, c'est des cadrages qui existent déjà dans l'autorégulation publicitaires et donc du coup qui sont nos règles du quotidien. Donc moi, pour rebondir sur cette affirmation et faire basculer la table, et faire carrément basculer la table, non, moi je suis contre, mais aussi pour revenir aux fondamentaux en fait de la communication, ce que vous évoquiez un petit peu Thomas, c'est qu'en fait ne pas communiquer, en fait il y a de la communication partout. La communication, c'est pas que de la publicité, c'est vraiment n'importe quel discuter, c'est de la communication. Tout est communication, en fait. Aujourd'hui, on se rend compte dans nos économies que quand ça va pas très bien, ce qui est un peu le cas quand même depuis quelques mois en France et même mondialement, en général, le premier budget qui est coupé par les entreprises, parce que c'est facile en fait, c'est la communication. Et donc c'est ce qu'on voit. Pardon ? Et l'impact. Ceux qui font la com de l'impact, ont bien choisi. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais donc du coup, voilà, c'est le premier budget qui est coupé. Donc quand on travaille dans la communication, on a remarqué, nous, depuis plus d'1 an quand même, qu'en effet, ça avait bien diminué. Et en plus, là, pour parler de nos sujets, quand on a décidé de diminuer son budget de communication et qu'on doit faire le choix des sujets sur lesquels on veut communiquer, quand il y a potentiellement l'impression qu'il y a un backlash sur tous nos engagements RSE et tous les sujets, qu'est-ce qu'on va couper en premier ? C'est vraiment ces sujets-là. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une tendance qui est en train d'augmenter et d'exploser depuis 1 an et demi, qui est ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire qu'en fait, des entreprises qui ont des choses à dire vérifiables, justes, légitimes sur des engagements RSE, se taisent délibérément. Se taisent désormais délibérément parce qu'elles ont dû faire un choix au niveau de la com et qu'elles ont l'impression que si elles mettent en avant ces engagements alors qu'ils sont justifiés, vérifiables, et Thomas en parlait dans son édito, aujourd'hui c'est incontournable de toute façon, c'est un vrai plus pour elles. Et ce sont des entreprises qui en plus reconnaissent, j'ai en tête une étude qui dit, qui avait fait tout un sujet sur le greenwashing auprès de 12 pays, qui disent que 44% elles ont diminué en fait leur communication sur les engagements climatiques qu'elles avaient, et alors que pour autant,
parallèlement, elles savent à plus de 90% que ça contribue à leur commerce et à leur succès commercial. Donc, on a un vrai sujet de greenwashing. Et là où ça devient compliqué, et donc c'est ce qu'on remarque en France comme ailleurs, c'est que du coup, ce qui est facile à faire après, c'est l'amalgame en se disant, bah, tiens, il n'y a plus de communication, donc les entreprises ne font plus. Donc, ça n'est plus un sujet. Et ce qui est complètement faux. Non seulement ça reste un sujet pour les citoyens, ils sont plus de quasi 90% dans le monde à dire, nous, on veut encore plus d'actions fortes pour lutter contre le climat et on veut que les entreprises s'engagent. Et c'est faux pour les entreprises parce que si on regarde, en fait, elles ont continué, en effet, à investir sur ces sujets à partir du moment où on a commencé à changer un business au prisme de la transition environnementale. On ne va pas s'arrêter, tout ça parce que il y a quelqu'un aux États-Unis qui dit que c'est plus un sujet. On continue, surtout quand ça devient un succès commercial derrière. Donc voilà, donc pour finir et pour conclure, en plus, de par les années précédentes et des crises économiques précédentes, en plus, on sait que ceux qui continuent à communiquer pendant ces périodes sont ceux qui, en général, s'en sortent le mieux. Parce qu'en fait, ils restent dans l'esprit des gens. Et ils repartent plus vite. Ils repartent plus vite. Ils continuent à répondre aux attentes, en fait, aussi des consommateurs. Bettina, je saisis la perche. Est-ce qu'on peut dire que vous faites du greenwashing chez Doctolib ? Non, je pense pas. En tout cas, c'est pas une intention, une stratégie. C'est vrai que nous, on a... C'est un choix assumé. Pas subi. C'est un fait. En fait, c'est vrai que Doctolib a très très peu, voire pas de communication grand public. Je pense que c'est d'abord le résultat du fait qu'on a une notoriété naturelle qui est vraiment liée à l'usage. Bon voilà, c'est du pain béni pour nous, c'est une notoriété organique et c'est génial. Et ça, c'est le résultat du fait qu'on a des produits qui parlent pour nous. Et que les sujets quand même sont sensibles. On parle de santé, de données personnelles. Oui, bien sûr, mais je pense que c'est pas pour ça que les gens nous connaissent. Les gens nous connaissent parce qu'ils utilisent Doctolib tous les jours pour gérer leur santé. Non, mais le fait de pas communiquer. Oui, non, encore une fois, c'est pas tellement qu'on a envie d'être discret, c'est juste qu'on est vraiment concentré sur le fait de construire le meilleur produit possible pour avoir un usage massif et par ce biais-là être connu. Mais donc, ce que ça m'inspire comme remarque, et ça relie à ce que vous disiez sur le fait que la communication est partout, c'est que je pense que la communication ne doit pas être un monologue, jamais. Et donc, nous, on est très attachés chez Doctolib à faire en sorte que ce soit pas juste de la communication descendante, mais vraiment de l'écoute. Oui. Et c'est pas juste parce qu'on a envie d'être bien et avoir une morale, etc. C'est si on n'arrive pas à écouter nos utilisateurs, à comprendre le besoin du parent qui s'occupe de son enfant, de l'adulte qui s'occupe de son père, de sa santé, etc., on sera totalement obsolète et plus personne parlera de nous. Donc on se concentre vraiment sur mettre l'utilisateur au cœur d'absolument tout ce qu'on fait, à commencer par le produit. Et je pense que c'est là que se joue la communication responsable pour nous, bien plus que dans des campagnes grand public, des prises de parole corporate, etc. Oui. Communication responsable, la responsabilité, ça vient en latin de respondere, qui est de répondre. Il y en a qui ont fait leur devoir. On sent qu'il y a du taf. Non, ça doit être un peu l'expérience. En plateau. J'ai fait beaucoup de latin et beaucoup de grec, ce qui m'est pas du tout utile aujourd'hui, mais c'est des bons souvenirs. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que en fait, l'entreprise répond. La com RSE, la com responsable, c'est une réponse à toutes les questions qui sont posées. Voilà, il y a des pressions qui sont exercées, mais c'est une bonne strate RSE, moi ce que je dis souvent, une bonne strate RSE, c'est des réponses à toutes les questions. Voilà. Oui, et ce qui donc, pose le... Pardon, vas-y. Donc du coup, en fait, évidemment que c'est pas un monologue, ça peut pas être l'entreprise qui communique sans écouter, et c'est justement ce principe qui est plus intéressant, c'est vous écoutez votre audience et vous leur apportez des réponses, des produits, des services. Et il y a aussi un enjeu, bon, je pense qu'on va en parler largement, mais de disponibilité de l'information et de transparence. Vous parliez de Veja tout à l'heure. L'idée, c'est d'être transparent sur la composition de leurs produits, sur les modes de fabrication divers et variés liés à tout ce qu'ils font. Il faut que cette information soit juste, vérifiable, disponibles sur leur site, mais pas forcément qui communiquent proactivement. Je parle de Veja, on peut parler de n'importe quoi d'autre, mais je pense vraiment qu'en RSE, et c'est le principe que nous, on s'applique, on va pas forcément courir les plateaux télé, d'ailleurs je pense que ça n'intéresserait pas grand monde pour raconter ce qu'on fait. En revanche, on a une discipline très stricte sur l'information qu'on rend disponible pour s'assurer qu'elle soit vérifiable, opposable, etc. Est-ce que vous avez des exemples de campagnes où une entreprise aurait mieux fait de se taire ? Tous les cas de greenwashing, et dans le greenwashing, moi je pourrais parler en fait de toutes les entreprises qui communiquent en disant je suis responsable, et en fait elles ignorent le problème majeur.
NGE, qui est l'entreprise qui fait l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres, nous avait appelé pour faire une campagne pour dire on est un employeur responsable, parce qu'il y avait du mal à recruter des ingénieurs. Et en fait, ils étaient prêts à parler de tous les sujets pour dire qu'ils étaient responsables, sauf évidemment de l'A69, qui est très polémique, détestée par les Tarnais, etc. Et ça, c'est fréquent. Il y a une sorte d'aveuglement. D'autres exemples de marques dans les yaourts, des gens qui étaient prêts à parler de plein de choses, alors qu'on sait très bien que cette entreprise paye très peu le litre de lait qu'elle va aller chercher chez les éleveurs de vaches laitières. J'ai en tête un cas, entre guillemets, historique, qui a d'ailleurs peut-être été une des premières campagnes de greenwash, où on met le greenwashing dessus, c'est le chat, donc la lessive, qui avait fait une campagne d'affichage donc il y a un certain nombre d'années maintenant, et qui en gros, alors j'ai plus les mots exacts, mais disait que sa lessive était bien pour l'environnement et tout ça, avait créé un label créé par la marque, et j'en passe. Et donc là, c'était fait quand même bien rattraper. Alors il n'y avait pas autant les réseaux sociaux qu'aujourd'hui, parce que c'était il y a plus de 10 ans facile, voire même peut-être 20, mais c'était quand même fait rattraper entre guillemets par la patrouille. Et en fait, là où ça a été formidable, d'une certaine manière, c'est que en fait, ils se sont remis en question et ils ont retravaillé leurs produits, leurs formules, leur communication. Ils ont fait en sorte d'être certifiés par des labels et des certifications officielles, etc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, cette marque de lessive communique sur des engagements qui sont vrais, vérifiables, transparents et tout ça, comme vous venez de le dire. Oui. Et donc, ça a été une manière de progresser. Et il y a le cas de McDo aussi, avec la journée de la femme. Alors, il y a le cas de McDo. Là, on n'est pas sur du greenwashing, mais du comment on appelle ça alors voilà. Redorage de blason. On a plein de washing. Femwashing existe. On a plein. Femwashing existe. Du washing, on a tout ce qu'on veut. Du rainbow washing, quand tu es trop LGBT, alors que tu ne l'es pas. Ok. Et donc, en effet, il y a quelques années, ils avaient, dans le cadre de la journée du 8 mars, fait en sorte que sur certains des restaurants, enfin, en tout cas, c'était en communication, ils avaient inversé le M, et ils l'avaient renversé pour en faire un W, en l'honneur des droits de la journée des droits des femmes. Et en fait, là, il y avait eu pas mal de consommateurs, mais aussi d'associations qui avaient dit quand même, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Si on regarde votre politique, notamment salariale, il n'y a pas une vraie égalité homme-femme. Et là aussi, ça a été en positif. C'est-à-dire que derrière, ils ont retravaillé leur politique interne par rapport à ça. Et aujourd'hui, ils sont parmi les meilleurs sur ces problématiques. C'est une moralité à chaque fois. C'est hyper intéressant. À la fin, derrière oui, ça c'est une belle histoire. Premier employeur. Communiquer en étant, et c'est ce que vous disiez aussi dans votre édito, en étant juste par rapport à ce qu'on fait. Basé sur des preuves. Si on est basé sur des preuves, on ne peut pas nous reprocher. Et ne pas dire des choses qu'on n'a pas en interne. Donc là, ou ne pas communiquer sur un trop petit progrès, peut-être. Où l'arbre cache la forêt, comme on dit. Et si on dézoome un peu, est-ce que cette stratégie, si elle se généralise de greenwashing, elle peut avoir un vrai impact à terme sur la transition, si on se projette vraiment? S'il n'y a pas de communication et s'il n'y a pas de direction, s'il n'y a pas de promesse, en fait, on s'arrête d'avancer. Et aujourd'hui... Donc s'il n'y a plus d'imaginaire, s'il n'y a plus de... Et en fait, aujourd'hui, les hommes de tous les temps, sur tous les continents, de toutes les cultures, ont eu besoin de se raconter des histoires. Et aujourd'hui, l'histoire majoritaire, c'est quand même l'histoire de la consommation. C'est-à-dire, on est une société de consommateurs. En sortir de la guerre, on était plutôt... Il y avait une culture paysanne, une culture ouvrière, une culture bourgeoise, catholique, musulmane, syndicale, etc. Et aujourd'hui, tout ça, ça a été un peu ratiboisé. Et aujourd'hui, on est sur une culture de la consommation. Et quand on discute avec des potes, qu'est-ce que tu fais ce week-end ? Je vais aller faire des courses. Qu'est-ce que tu vas acheter ? Je sais pas, je vais bien trouver un truc à acheter. Donc on est dans cette course permanente. Et ça, effectivement, c'est les récits majoritaires des 30, 50 dernières années qui nous ont amenés dans ce collectif, dans cet imaginaire collectif-là. C'est au cinéma américain, le héros qui, au départ, est faible, petit, pauvre, etc., et qui va passer différentes étapes, et à la fin, mais qui aura une grosse voiture, une grosse maison, qui aura un avion, etc. Enfin bon, des histoires comme ça. C'est un peu, j'ai l'impression, beaucoup d'histoires du cinéma américain. Et la publicité, évidemment, est un des grands coupables de tout ça. Les médias, la culture, au sens large, et la publicité, on a participé à créer un récit qui est un récit de consommateur. Et aujourd'hui, quand on s'aperçoit
qu'il y a des limites planétaires, qu'il y a des problèmes d'inclusion, en fait, il faut qu'on se regarde et qu'on se pose des questions en se disant quel est le prochain imaginaire qu'on va avoir, quel est l'imaginaire qu'on devrait avoir, et donc quels sont les récits. Voilà. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que il faut passer d'une société de biens à une société de liens. Il faut repartir sur autre chose qui génère vraiment le bonheur. Quand on pose la question de comparer deux personnes, une riche avec une grosse voiture, des marques, et une autre qui est pas riche, en fait, on se dit que c'est le premier qui est beaucoup plus heureux. On n'en sait rien. Voilà, donc... Une anecdote pour rebondir sur ce que vous dites. Je ne sais plus où c'était exactement, mais était posée la question à des personnes qui sont en fin de vie, quel a été ton plus grand bonheur ? Et en fait, le plus grand bonheur, c'est pas en effet d'avoir acheté la grosse voiture, la maison, d'avoir le chien et je ne sais quoi avec, c'est d'avoir passé du temps avec les siens. Et on est vraiment sur un switch en ce moment d'imaginaire autour du bonheur et de la possession. Alors ça va pas forcément assez vite, parce que pour rebondir sur ce que vous disiez, si le greenwashing se généralise, oui. On va avoir un vrai gros souci, parce que ça veut dire que les imaginaires qu'on essaye de construire aujourd'hui, les normes qu'on essaye de déplacer doucement mais sûrement, de passer c'est exactement ce que vous disiez, de normes où on consomme encore plus parce qu'on était dans un monde, il fallait produire plus et donc consommer plus, à aujourd'hui essayer de mieux choisir, de guider les gens vers des comportements plus responsables, des produits à moindre impact, etc. Si ces entreprises qui ont commencé ce switch et qui commencent à travailler, à communiquer sur ça, ne communiquent plus, le levier qu'est la communication et la publicité en particulier pour pouvoir toucher des millions de personnes d'une seule fois, on va s'en priver. Et donc, donc la communication a une vraie responsabilité. Bien entendu. Et surtout, elle peut avoir valeur d'opposabilité. C'est-à-dire, en plus de passer, véhiculer des imaginaires, elle permet de rendre opposables des messages qui ont été passés, de permettre à des acteurs de vérifier que les promesses sont tenues. En matière de transition, un greenwashing généralisé, c'est beaucoup moins d'opposabilité. Heureusement, aujourd'hui, par exemple, qu'il y a des ONG qui restent sur le terrain pour voir si de grandes entreprises qui communiquent beaucoup moins parce qu'elles ont peur du risque, d'œuvrer quand même tel qu'elles devraient le faire selon des engagements qu'elles ont pu prendre, par exemple dans les stratégies de décarbonation. Sinon, honnêtement, la transition, elle n'est pas prête d'arriver. Ça, c'est absolument certain. C'est ce que j'allais dire. Je pense que la communication, c'est pas que du côté des marques et des entreprises, c'est aussi du côté des ONG et des journalistes qui doivent faire le travail de tendre les micros continuellement aux entreprises, y compris celles qui ne communiquent pas, pour avoir des résultats, pour avoir des preuves, etc. Et d'ailleurs, je suis très surpris, je note très souvent que les grandes entreprises qui communiquent sur des objectifs zéro impact, zéro carbone, etc., ont un parterre de journalistes qui les écoutent et qui reprennent leur message, et plus personne pour vérifier en 2025 ou 2030, on verra bien, si les objectifs ont été atteints. Et c'est ça aussi, c'est qu'il faut être au rendez-vous pour s'assurer que ce qui est dit est réel, quoi. Il est temps de passer à notre débat. On a donc dit que la communication était devenue risquée, on a parlé de la dimension inspirationnelle, on va rentrer un peu dans le concret pour aider ceux qui nous regardent à s'outiller ou peut-être trouver des conseils. Bettina, chez Doctolib, vous avez fait le choix donc, de miser d'abord sur la preuve par l'usage. Oui. Plutôt que sur la communication d'impact. Donc concrètement, qu'est-ce que ça change dans la façon dont vous concevez vos produits, vos indicateurs ? Alors, concrètement, ça veut dire que tous les produits qu'on imagine sont co-construits avec nos utilisateurs. Nos utilisateurs, c'est qui ? C'est les professionnels de la santé et les patients. Donc, il n'y a pas une idée, pas un proof of concept qui est imaginé chez Doctolib qui n'a pas été co-réalisé avec une de ces personnes. Donc, au quotidien, on a un tas de communautés. Je ne vais pas vous faire tout le détail des communautés qu'on a construites, mais on se met vraiment à leur écoute, à leur chevet. On va sur le terrain pour comprendre ce qui, dans leur quotidien, leur fait perdre du temps, crée de la frustration, empêche les soignants de bien communiquer justement avec leurs soignants et de faire leur métier correctement. Et à l'écoute de cet usage, on imagine, on adapte, on améliore tous les produits qu'on fait. Et même vos arbitrages internes, entre ce qui mérite d'être amélioré, ce qui mérite d'être raconté. Évidemment, il y a encore une fois aucune décision qui est prise seule. Et c'est pas du tout parce qu'on pense que c'est bien. C'est juste que c'est une évidence si on veut avoir un produit qui soit une preuve et donc un usage qui soit massif. Thomas, qu'est-ce que le system fiction ? Le design fiction. Design fiction. Ouais.
Le design fiction, c'est un exercice qu'on fait de plus en plus et qui nous permet d'inventer la vie en 2035 ou en 2050. Et en fait, de projeter comme ça l'entreprise dans le futur, ça l'aide à avancer, ça l'aide à aller plus vite. Un exercice de design fiction, c'est un peu comme de la prospective, mais avec plus d'émotion. Donc, on va étudier qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est probable. Possible, donc ça peut arriver. Probable, ça va arriver, mais on ne sait pas quand. Et donc, en fait, on a cette fenêtre. Et au milieu, on va mettre le désirable. Qu'est-ce qui est désirable pour l'entreprise? Donc on sait ce qui peut se passer, ce qui va se passer, on ne sait pas quand, et ce que l'entreprise aimerait voir se réaliser. Et on raconte une histoire. On invente l'histoire de Thomas en 2050, qui a des petits-enfants, et on raconte Vous avez toute sa vie. un exemple de campagne? Ouais, on a présenté lors du salon ProDurable un exemple qui était globalement sur la vie, qu'est-ce qui se passe, etc., avec un jeune garçon qui avait 36 ans en 2050 et qui disait qu'il avait fait un peu de ski pendant sa jeunesse, et on racontait sa nouvelle vie, sa nouvelle ville aussi, qui était beaucoup plus hybride. C'était pas une ville, c'était pas la campagne. Il y avait aussi beaucoup de temps consacré à la communauté. Enfin, on a inventé toute une histoire comme ça. Et du coup, ça donne envie d'y aller. Et aujourd'hui, le problème, c'est que les entreprises n'apportent plus trop de rêves comme ça et de rêves positifs. Et quand on pose la question aux citoyens de à quoi va ressembler 2050, en fait, il y a beaucoup de dystopies qui sortent et beaucoup de gens qui nous disent, en fait, il y aura des robots qui seront pilotés par l'IA, qui vont nous tirer dessus. Il y aura beaucoup d'écrans partout. Il y aura, enfin voilà. Et quand sincèrement réfléchissez quelques minutes à quoi va ressembler 2050, et en fait, il y a très peu de positifs. Donc, il faut que quelqu'un raconte du positif. Et si une entreprise prend le sujet en main, raconte le positif sur le futur, elle va donner envie d'y aller. Et donc, ça va embarquer tout le monde. Et évidemment, si nous, en tant qu'experts sur les sujets de durabilité, on travaille là-dessus, évidemment, c'est pour essayer de se créer ce futur qui soit sobre, heureux, qui soit partagé, qui ne soit pas dans l'hyperconsommation. Et quel est le rôle que doit jouer l'entreprise dans ce futur-là. Et ça, c'est hyper intéressant parce que donc, derrière tout ça, c'est aussi la construction des imaginaires collectifs. Et c'est vrai que notamment par rapport au sujet que vous expliquez bien, qui est finalement aujourd'hui, si on essaye de se projeter avec en plus une société qui n'est pas très positive en ce moment, on voit essentiellement des catastrophes, ou en tout cas, on est plutôt dans quelque chose de très noir. Et c'est notamment dû à... si, par exemple, je vous disais, est-ce que vous avez en tête un film qui parle de climat, mais en positif? Demain, mais ça a 10 ans. 10 ans pile poil. Et du coup, demain, ça a généré des communautés locales dans plein d'endroits, avec plein de gens qui ont fait des projets, en l'occurrence. Ça met en action. Exactement. En fait, il n'y en a pas très très peu. Ça ne vient pas à l'esprit spontanément. On pense à plein de catastrophes. Des très beaux le film avec Romain Duris, ils sont ensemble tous en animaux. Oui, Sauvage. Voilà. Sauvage. Il y a quand même... c'est pas très... C'est violent, pas beaucoup, quoi. Non. Donc, non, mais souvent donc, les prospectives sont peu rassurantes. Exactement. Mais c'est là où je trouve ça intéressant, c'est que du coup, et en effet, il y a pas mal de choses qui existent sur ces sujets, que les entreprises qui ont quand même un pouvoir de transformation prennent ces sujets-là et se disent en positif, comment est-ce que j'imagine, quelles sont les solutions que je peux créer aussi pour aller vers ce monde-là en positif une fois de plus, c'est quand même hyper intéressant parce que on a plutôt en imaginaire des choses négatives, or c'est demain. Donc une com responsable, ça ne veut pas dire forcément moins créative, quoi. Pas du tout. Parce qu'on pourrait s'imaginer qu'il y avait toutes les contraintes. Des communicants. Ils sont vent debout contre cette affirmation. Attention. Non, alors, pour temporiser, moi j'ai tendance à dire qu'il y a 15 ans, c'était pas créatif. C'était très moralisateur, c'était très culpabilisant, c'était pour des populations d'initiés éventuellement ce type de communication. Aujourd'hui, c'est exactement l'opposé. C'est vraiment, on s'adresse à tout le monde, c'est extrêmement... Même du fait de la réglementation, même du fait de vos engagements, de vos obligations. Nos métiers, on est obligé d'être contraint. Et c'est très bien, on a des règles comme dans tous les métiers, et donc on est contraint par des règles de la RPP, par des lois parfois sur certains sujets, etc. Et là, c'est entre guillemets une contrainte de plus, mais qui donne du coup un challenge encore plus intéressant pour les populations créatives dans les agences, pour trouver la bonne idée qui aura le bon impact et qui surtout donnera envie de changer les comportements, parce qu'on est vraiment là-dessus pour le coup. Et justement là-dessus, parce qu'on parlait de création de nouveaux imaginaires, de se projeter, d'anticiper des futurs souhaitables, etc. Je pense que le rôle dans l'entreprise, effectivement, c'est de créer des normes sociales
qui aille dans le sens du mieux. On a parlé de Veja, et c'est intéressant l'exemple que vous disiez tout à l'heure de gens qui achètent Veja sans forcément savoir quel est leur positionnement social, mais ça coolifie un petit peu l'impact. Ouais. C'est intéressant. Et donc, allez-y. Non, ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, un produit doit être compétitif sans être RSE, alors qu'il l'est, et il n'est pas obligé de le dire. Ouais. Et la preuve, c'est qu'il y a 10 ans, 20 ans, il y avait des crèmes dans les magasins bio, des crèmes pour la peau, qui avaient des textures un peu dégueulasses, etc., qui ne se vendaient pas, alors qu'elles étaient bio. Et le jour où la texture est devenue au même niveau que des marques de grande conso classiques, ça s'est vendu. Donc la RSE, ça ne fait pas vendre. Ça peut être un argument de plus. C'est un supplément d'âme, mais il faut que la valeur d'usage soit au niveau du marché, sinon il n'y a aucune chance. Mais oui, d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas un problème de sémantique aussi ? Quand on préparait cette émission, Thomas, vous m'avez dit que la RSE était devenue une expression fatigante et désuète. En fait, surtout personne ne connaît. Je pense qu'on fait un micro-trottoir. Est-ce que c'est devenu galvaudé ? Est-ce qu'il n'y a même pas un rejet ? Les études disent qu'en entreprise, 70% des salariés connaissent la RSE en entreprise. Après, pour connaître des gens qui travaillent pas en entreprise, mais qui font de la médecine ou qui travaillent dans l'éducation nationale, RSE maintenant commence à être assez connu. Mais c'est vrai que, en fait, la RSE a poussé pas mal ces dernières années pour avoir le Green Deal au niveau européen avec la CSRD. Et la CSRD, qui était un truc un peu trop compliqué, s'est fait couper. Et donc, du coup, maintenant, la RSE, c'est la CSRD, c'est le réglementaire et c'est chiant. Donc oui, arrêtons de parler de RSE. D'ailleurs, moi, je vois bien que nos clientes, il y a quelques hommes, mais il y a beaucoup plus de femmes, donc j'utilise le féminin. Si vous êtes d'accord, le féminin l'emporte. Il y a beaucoup de clientes qui nous disent qu'elles ont envie de changer de titre. Et alors, qu'est-ce que ça peut être ? Certaines deviennent des directrices de l'impact. Toutes les tentatives. Directrices de la sustainabilité. C'est tellement opaque, mais moi, personne ne comprend rien. Directrice de la durabilité. Directrice du futur, ça serait pas sympa. Vous êtes bien concerné. On n'arrête pas de pratiquer. Directrice du long terme. Du quotidien, je dirais que quand j'ai annoncé à mes parents que j'étais directrice de l'impact, ils m'ont regardé en me disant super, mais je comprends pas. Sachant qu'on de la boxe. Franchement, c'est inexplicable. Impact veut dire les deux choses. On ne sait pas si c'est positif ou négatif. Exactement. Mais directrice du long terme, tu voudrais pas être directrice du long terme ? Surtout, ça me fait penser au Chief Happiness Officer de l'époque. Qui était bullshit. C'est difficile. Là où moi je rejoins, c'est qu'il y a quand même un vrai sujet en effet de sémantique. Nous, on parle souvent de green fatigue parce que du coup, on a énormément poussé et il y a eu une transformation incroyable qui a été faite en peu de temps, si on regarde réellement, notamment en France, mais pas que, sur tous ces engagements. Donc il y a eu énormément de choses qui ont été dites et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour certains, il y a quand même une fatigue de cette sémantique. Donc les sujets sont là, mais peut-être en parler différemment, ou surtout, et nous, il faudrait parler d'engagement, peut-être. Alors, d'engagement, ou même, en fait, rentrer par les sujets du quotidien de chacun, qui, de toute façon, parlent derrière d'engagement RSE. Aujourd'hui, parler de santé, on parle forcément d'environnement. N'importe quel sujet, en fait, derrière, il y a des problèmes climatiques, il y a de l'environnement, il y a des problèmes de justice sociale, etc. Donc, en fait, on n'a même plus besoin. Moi, je crois vraiment au côté, on peut switcher vraiment de vocabulaire en n'utilisant plus ce type de vocabulaire. Bon, après, on a un sujet de titre, mais ça, c'est un autre problème. On fera une émission sur le sujet. Mais en tout cas, comme on parle de communication, moi, je crois vraiment au fait qu'on est en train doucement, alors, ça va jamais assez vite en com, mais doucement en fait, d'intégrer ces sujets au cœur de nos communications. Et nous, on croit vraiment au fait que... Tant et si bien qu'on n'a plus besoin de les qualifier, quoi. Exactement. Parce qu'ils sont partout. La communication responsable, en fait, c'est juste de la communication. Mais il n'y a sans doute d'ailleurs pas de communication responsable dans les entreprises irresponsables. Je m'explique, mais souvent dans cette émission, on a pu évoquer la façon dont historiquement le monde de l'entreprise s'est développé de façon très nombriliste, c'est-à-dire l'entreprise détermine sa stratégie en ses murs, sans trop se soucier du monde extérieur, développe ses produits, développe son marketing, développe ses campagnes de communication au service du toujours plus. Et dans les exemples que Thomas ou Bettina, par exemple, prenaient au début du débat, dans des exemples qu'on a pu reprendre ici par le passé, on voit que souvent ces démarches, elles évoluent pour être dans des dynamiques beaucoup plus collectives, où on implique des parties prenantes ou au co-construit. Une entreprise qui fait cela, notamment sur le développement produit, déjà, elle va développer des produits qui sont vraiment utiles. Donc, elle aura moins vocation à communiquer sur des choses qui peuvent être parfois futiles. Alors, c'est subjectif, mais on se comprend. Et puis, chemin faisant, développant ces mécaniques-là, en étant beaucoup plus en collaboration, non seulement on développe des choses utiles,
utile, mais on communique forcément des messages qui eux-mêmes servent l'utilité au service des consommateurs, que ce soit pour leur santé, leur bien-être, leur épanouissement au sens plus large du terme. Et ça, c'est un point essentiel qu'on n'a pas évoqué. Pas de com responsable dans des entreprises irresponsables. Elles doivent co-construire pour y parvenir. Et de toute façon, un produit qui ne répond pas à un vrai besoin, même s'il a la meilleure com derrière, ça va aider à l'acheter une première fois, mais c'est finalement, voilà, parce qu'il y a un désir. Et ça, c'est aussi du fait des réseaux sociaux, notamment. Ça se discute. Non, mais disons qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens brillants qui inventent des boîtes et des produits qui sont les seuls à avoir identifié comme étant nécessaires. Red Bull, par exemple. Je ne citerai personne, non, mais chacun se fera un produit dangereux et qui n'est pas bon. Ouais, mais Red Bull, qui est un produit dangereux et dégueulasse. En fait, ils ont une campagne de com avec Félix là, qui avait sauté de l'avion, enfin de la capsule. Voilà, la communication peut faire des choses fantastiques. Donc maintenant, il faut qu'elle se mette au service de l'utilité. Donc tu pourrais être directrice de l'innovation utile. Ça pourrait être pas mal, ça. Pas mal. On va continuer le brainstorming. Non, mais en parlant d'utilité, et c'est vraiment un nouveau récit. Il y a une banque, je peux citer ou pas Oui, puis citez-en 3. Voilà, on a dit déjà. Vous en dites une et puis 2 autres. C'est la fin. Non, mais oui. Très bien. C'est un quiz. Alors, c'est une banque qui sponsorise le Festival d'Avignon depuis 15-20 ans. Ils achetaient quelques goodies qu'ils offraient, etc. Et on leur a proposé de faire une pièce de théâtre pendant le Festival d'Avignon, pièce de théâtre qui posait la question de l'utilité du métier de banquier et du rôle que l'on voulait donner à l'argent. Donc ils nous ont posé une question qui était une question d'un brief de communication. On aurait pu répondre avec un film, avec une affiche, avec une campagne sur les réseaux sociaux. Et on leur a dit, non, en fait, on va faire une pièce de théâtre à Avignon et on raconte toute une histoire où on pose la question de l'utilité de cette banque-là et du rôle qu'on veut donner à l'argent. Et alors, il s'avère que je suis évidemment allé la voir et on avait une centaine de personnes qui regardaient la pièce, où c'était dans la rue, devant l'agence de cette banque-là, que vous n'avez toujours pas trouvée, je vois bien, main sur le buzzer. Et donc, on faisait un débat mouvant à la fin, en disant, est-ce que pour vous, le plus important, c'est la rentabilité ou est-ce que c'est la transparence que vous allez avoir? Et donc, les gens se déplaçaient sur la place. Donc ça, c'est un nouveau récit, c'est quelque chose qui est pas du tout habituel pour une agence de communication, pour une marque de monter quelque chose comme ça. Ça a eu un énorme succès, à chaque fois on a eu plus de monde, parce qu'on a joué 9 fois, enfin ils l'ont joué 9 fois, et mais ils vont la rejouer, donc ça a duré longtemps. Et donc c'était intéressant de voir aussi que les spectateurs ensuite restaient, alors qu'ils ne se connaissaient pas au début de la pièce, côte à côte, à discuter sur quel est le rôle que tu veux donner toi à l'argent et c'est dans quelle banque, etc. Voilà. Et plus de goodies. Et plus de goodies. Et alors, c'était quelle banque? C'était le Crédit Coopératif, qui est quand même peut-être certainement la banque la plus... qui a une certaine légitimité qui est totalement légitime. Coopérative, encore quelque chose de collectif qui implique ses clients, ses parties prenantes, etc. Et qui écoute beaucoup ses clients, évidemment. On ne peut pas terminer cette émission sans mentionner le contexte international qui pèse forcément, vous l'avez déjà évoqué, sur les budgets en communication, mais aussi sur l'état d'esprit des entreprises, notamment avec Donald Trump, forcément, désolé, je l'ai dit, il y a un backlash assumé contre les enjeux climat, l'inclusion, la régulation. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter fort ou est-ce que vous constatez au contraire qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui se réaffirment encore plus fort, quoi? Moi, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, mais nous, ce qu'on remarque, c'est qu'au niveau de nos entreprises clients, personne n'arrête. Mais personne. C'est-à-dire qu'ils continuent à investir à minima la même chose, si ce n'est qu'ils continuent un peu à augmenter. Mais en effet, ils ne communiquent plus dessus. Donc, ça, d'où tout le sujet du greenwashing. Mais il n'y a aucune raison. En fait, pour être un peu trivial, le mur, on va le prendre. Donc, les entreprises et les patrons d'entreprises et toutes les directions d'entreprises qui ont compris qu'en effet, le mur, on allait le prendre. Et qu'il faut s'adapter pour faire en sorte qu'on le prenne le moins difficilement possible et que du coup il faut transformer son business en fonction de tout ça, c'est ceux qui continuent, ils vont pas s'arrêter parce que Donald Trump a décidé qu'il sortait du GIEC ou des accords de Paris. Donc de toute façon, voilà. Après, donc il y a vraiment ces entreprises qui continuent de façon massive. Il faut en
effet, on l'a déjà dit, mais il faut continuer à communiquer dessus parce que sinon, on a l'impression, en effet, qu'il ne se passe plus rien et que du coup, allez, c'est pas la peine, on abandonne, on plie et puis le mur, on va se le prendre vraiment bien comme il faut. En fait, on vit un test grandeur nature, un crash test grandeur nature de notre union continentale, déjà au niveau géopolitique, ça c'est clair, mais au niveau des marques, un grand crash test aussi de résistance à nos valeurs. Et moi, je pense qu'une des vertus que va avoir cette période, c'est que ça va nous obliger à faire corps, à être en union, que ce soit au niveau des pays des 27, ça peut être aussi vrai à l'échelle de coalitions de marques, etc. Et dans la communication, on a évoqué la diversité, mais il y aurait d'autres sujets, de réaffirmer des valeurs qui vont devenir d'autant plus audibles et désirées que se passe de l'autre côté de l'Atlantique, et peut-être bientôt de notre côté de l'Atlantique aussi, des choses qu'on ne veut pas voir, qui ne correspondent pas à ces valeurs. Au respect de l'autre, au respect du genre, de l'âge. Enfin, il y a tellement de choses qui sont en train de vaciller là-bas qu'on espère pouvoir préserver ici, que les marques peuvent jouer un rôle, pas toutes seules, évidemment, surtout que c'est pas leur rôle en tant que tel, c'est plutôt le rôle des États, mais contribuer à ces récits-là à travers ce qu'elles veulent raconter des produits ou des services qu'elles développent. Et puis il y a un sujet, sur... il reste 1 minute. Là, très vite. Sur le fait que les gens, les citoyens, qui sont aussi des consommateurs, des collaborateurs, etc., en fait, ils attendent qu'il y ait des actions plus fortes par rapport à la lutte contre le changement climatique. Ils le vivent, on le vit tous de plus en plus. Les entreprises le vivent dans leur business. Nous-mêmes, dans nos quotidiens, on y est confrontés de plus en plus. Ça devient réel et tangible. Donc, en fait, il y a une vraie attente. Donc, c'est une opportunité réelle. Par rapport à cette période, ceux qui se taisent vont sortir moins bien que ceux qui auront continué à parler. Parce que c'est l'étude que mentionnait Caroline tout à l'heure, 90% des citoyens, et c'est une étude sur 130 000 personnes, 125 pays. 90% des gens disent, en fait, on n'en fait pas assez pour lutter contre le dérèglement climatique. C'est pas parce qu'on entend machin à Washington qui parle très fort, ou quelques plateaux télé un peu nauséabonds, qu'il faut se dire que c'est une majorité. Ça, c'est un récit majoritaire qu'on nous sort en ce moment, qui est bien utile pour certains, mais il faut absolument se dire que la grande majorité, elle est silencieuse et elle a très envie de changement. Et pour changer l'histoire, pour changer l'histoire du monde, il faut changer les histoires qu'on se raconte, justement. Et il y a un besoin des médias, et j'arrête juste après, promis, mais il y a un besoin des médias, et merci pour cette émission notamment, comme il y a un mouvement qui est aux États-Unis aussi qui s'appelle Breaking the Climate Silence, d'aider justement à faire en sorte qu'on arrête d'avoir un silence imposé d'une certaine manière sur ces sujets climatiques et sur les solutions par rapport à ça. On passe au pari d'avenir. Et comme à chaque fois, on termine avec le pari d'avenir, un moment pour découvrir une initiative, un outil ou un événement qui inspire peut-être. Vous avez tous planché. Qui commence ? Bettina. Moi, je me lance. Mon pari d'avenir, c'est la lutte contre les fake news médicales en général. C'est un sujet évidemment sur lequel on est très attentif chez Doctolib. Et il y a un mouvement aux États-Unis dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle Stand Up for Science, qui vise à remettre la science au cœur de la société et à lutter contre toutes les attaques qu'elle subit un peu partout, et qui réunit des chercheurs, des médias, des citoyens qui prennent la parole et qui mobilisent autour de cette lutte contre les fake news en santé. Et d'ailleurs, plus récemment, il y a eu un rapport qui a été remis à la ministre Stéphanie Risse en France et dont on attend beaucoup, évidemment. Je me permets un rebond, Alex, sur cette info-là, puisqu'il se trouve qu'en France, et sur le volet environnemental, on a une association qui fait un travail formidable qui s'appelle Quota Climat, qui est en train de développer des outils de fact-checking semi-automatisés avec des algorithmes, et il s'associe à des ONG ensuite pour avoir un contrôle humain derrière qui doit permettre de détecter beaucoup plus facilement les cas de désinformation sur le sujet de la lutte contre le dérèglement climatique et saisir les autorités de régulation. Et ils travaillent déjà en France, en Pologne, bientôt peut-être en Belgique aussi, pour faire en sorte que nous toutes et tous, citoyens, citoyennes, puissions avoir des informations fiables qui arrivent jusqu'à nous. Et chez Doctolib, c'est une fonctionnalité, par exemple, que vous pourriez intégrer ? De lutter contre les fake news ? Oui. En fait, on a des systèmes de modération qui nous permettent de le faire en permanence. Thomas. Et Quota Climat est très actif au niveau de l'Union européenne. Et première prise de parole, c'était il y a 3-4 ans. Et c'était sur Bismart, quand Quota Climat a fait son lancement, sa coming out. Merci pour cette petite promo qui n'était pas prévue. On c'est pas une fake news. C'est pas une fake news. C'est vrai, j'étais avec elle. J'étais avec une des cofondatrices. Thomas, votre pari d'avenir, du coup ? Mon pari d'avenir, c'est une campagne que j'ai beaucoup aimée, qui est sortie en 2025, qui a été faite par Deutsche Telekom, donc opérateur historique allemand de télécom, où on
on voit une petite fille se promener dans un parc d'attractions qui est un monde en miniature. Et on lui propose de regarder le futur. Look to the future. Elle met des lunettes et en fait, elle s'aperçoit qu'avec les degrés qui montent, les situations climatiques complexes sont de plus en plus présentes. On voit un moment Venise, on voit un château, ça brûle, enfin c'est l'enfer et tout. Et en fait, elle s'aperçoit que peu de gens autour d'elle regardent ces infos. Et en fait, ça désabusés. Oui, et ils détournent le regard. Une des phrases, c'est « Why is anybody looking ?» à la fin, c'est la question qu'elle pose. Et après, évidemment, Deutsche Telekom explique pas ça sera RSE, mais incite à la mise en mouvement, à la mise en action de l'ensemble des gens qui ont regardé cette pub, en disant si vous voulez faire quelque chose sur la téléphonie, il y a ça, mais sur l'alimentation, il y a ça, sur la mobilité, enfin, c'est une action. On dit souvent en pub qu'il ne faut pas parler des problèmes et qu'il faut parler que des solutions. Et là, en fait, ils parlent que des problèmes dans le spot. Et après, ils apportent plein de solutions. Donc, je trouve que cette campagne est très, très forte, très puissante, émotionnellement très forte. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça incite les gens à passer à l'action, à découvrir un peu plus la réalité du dérèglement climatique. Et ça montre aussi qu'on regarde souvent dans une autre direction. Comme disait et comme malheureusement on ne peut pas montrer les images maintenant, où est-ce que ceux qui nous regardent peuvent la trouver On peut la trouver en cherchant sur YouTube avec Deutsche Telekom. Ça a été réalisé par quelle agence ? Par une agence allemande qui n'est pas très connue en France. Voilà. Mais c'est impressionnant. C'est en 1 minute 30, ils passent un message très très fort. Et en même temps, ils se mettent eux-mêmes une pression. C'est-à-dire qu'il y a un niveau d'exigence forcément, après avoir lancé cette publicité, chez Deutsche Telekom en interne, sur toutes leurs actions, qui est très élevé. Merci beaucoup Thomas. Caroline. Et ben moi, en fait, on a pas mal parlé tout à l'heure de tout ce qui était nouveaux récits, la création d'imaginaire collectif, etc. Donc, dans le cadre de la communication, et là c'est plus large, c'est au niveau de la culture. Moi, c'est le mouvement de l'écologie culturelle que j'aimerais mettre en avant, qui a été fondé notamment par Patrick Schneider, qui est aussi un pianiste engagé, et qui en fait se dit, pour aider à une vulgarisation de l'écologie, quoi de mieux que la culture pour le faire, et donc du coup de rapprocher ces deux mondes, culture et écologie, pour aider à rendre accessible en effet cette écologie qui peut être stigmatisée par moments, et on en a un peu parlé aussi, par essentiellement des scientifiques ou des gens très techniques qui maîtrisent le sujet, alors qu'en fait ça concerne tout le monde. Et donc récemment ils ont lancé tout un dispositif de maison de l'écologie culturelle, avec une volonté d'en avoir une 50aine d'ici la fin d'année 2025, et ils y sont arrivés, avec notamment le soutien de l'ADEME et puis de l'OFB. Et ce sont des lieux où justement tout le monde peut se rencontrer et où la culture et l'écologie se mêlent pour créer aussi bien des conférences, des événements, etc. Et c'est hyper intéressant à regarder et à suivre. Donc j'ai hâte de voir comment ça va continuer à se développer, mais c'est plutôt exponentiel. Merci Caroline. Thomas, le mot de la fin. Le mot de la fin, il sera peut-être plutôt sur une tendance de fond que j'espère, à la lumière de ce qu'on a pu se dire aujourd'hui, et notamment de la place prépondérante aujourd'hui des réseaux sociaux dans les stratégies de communication des marques, à minima des marques grand public. C'est que je pense que de plus en plus, elles seront contraintes d'avoir un discours honnête, fait sur la base de preuves. Voilà, on a pu évoquer le fait que des marques ont connu des bad buzz suite à des campagnes qui pouvaient être un petit peu douteuses, parce qu'il y a plus de possibilités de vérification derrière. Et j'en prends pour preuve un rapport qui a marqué les esprits, qui est sorti en fin d'année dernière, de Patagonia, qui commence en disant rien de ce que nous faisons n'est pas source de dégradation pour la planète, et qui montre bien à quel point une entreprise aussi engagée soit-elle et reconnue comme telle peut faire preuve de transparence. Et peut-être que, et j'espère que nous parviendrons à peu près à la même chose avec moins de moyens pour autant, c'est que en ce mois de janvier 2026, le groupe Nord6 sort le tout premier rapport dédié à la place de la nature dans la gouvernance que nous avons mis en place il y a un an, en essayant d'admettre certaines limites à l'exercice aussi, plutôt que de faire un document qui ne vise qu'à dire à quel point c'est génial et nous avons tout bien fait, ce qui n'est pas vrai. Merci à tous les quatre pour ces paris d'avenir complémentaires. Merci Caroline Darmon, directrice RSE France chez Publicis, Bettina Reveron, directrice Impact chez Doctolib, et Thomas Parouti, fondateur de l'agence Mieux. Et merci à toi Thomas, bien sûr. Merci à tous. Merci à Alexis Mathieu, également le producteur de cette émission. À très bientôt sur Be Smart for Change. Merci.